Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. L'Ukraine a obtenu hier officiellement l'accord des 27 pour devenir un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. À court terme, est-ce que cela va changer quoi que ce soit pour le pays ? Donc, je crois que c'est un signe politique très fort. C'était un signe politique qui était demandé par les Ukrainiens. Et je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait leur accorder, d'autant que il fallait montrer que l'avenir de l'Ukraine est à l'ouest, que l'avenir de l'Ukraine est en solidarité, en union profonde avec l'Union européenne. Cela dit, c'est une affaire qui va se développer très progressivement, très lentement, et je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la complexité d'un phénomène d'adhésion qui n'a pas spécifiquement celui de l'Ukraine, mais l'Union européenne, c'est une mécanique de précision. On ne peut pas faire n'importe quoi si on veut que ça ne se dérègle pas. Vladimir Poutine a dit il y a quelques jours que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne lui posait aucun problème. Est-ce qu'il faut le croire quand il dit ça ? Écoutez, moi je crois que Vladimir Poutine vit dans un monde un peu parallèle et il a des déclarations qui sont parallèles au monde dans lequel il vit. Ça fait trois parallèles. Moi, il insiste sur l'idée que la grande menace à laquelle il est supposé faire face, c'est celle de l'OTAN, ce qui est absurde. L'OTAN n'a jamais été une alliance offensive. Mais il n'a pas pu en effet se sentir sous la pression grandissante de l'OTAN ? Donc, écoutez, je ne vois pas pourquoi il se serait senti sous la pression grandissante de l'OTAN. Pendant toute la guerre froide, l'OTAN a eu une politique d'une extrême retenue sur la Hongrie, sur la Tchécoslovaquie. Après, nous avons considéré que l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'OTAN tant qu'elle ne le demandait pas réellement, parce que c'était un pays qui était sorti librement de l'Union soviétique avec l'accord des autres États russes. On avait des garanties qui ont été apportées dans le cadre de la Convention de Budapest à la souveraineté de l'Ukraine. Ces garanties ont été brutalement et unilatéralement méprisées par les Russes, et nous ne sommes pas vraiment intervenus. Donc, véritablement, et pendant toutes les discussions, notamment celles qu'a menées le président Macron avec le président Poutine, il a été mis sur la table toutes les formes possibles d'organisation de la sécurité de l'Europe orientale et centrale, et c'est manifestement, Poutine n'en voulait pas. Son projet est très clairement établi. Il veut rétablir l'ancienne puissance de la Russie ou de l'Union soviétique, on peut discuter des deux termes, et il estime que tous ces combats pour revenir, effacer les traces du règne de la fin de la guerre froide sont légitimes. C'est l'atout. Alors, si on se projette dans 15 ou 20 ans, au moment où l'Ukraine serait en situation d'entrer dans l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, une partie du territoire ukrainien était toujours occupée ou annexée par la Russie, que se passerait-il ? Je crois que c'est impossible de répondre à votre question, parce que ce qui est clair, et on l'a bien vu après l'adhésion de Chypre, qui était un peu téméraire de ce point de vue-là, quelle que soit la qualité des Chypriotes et le plaisir qu'on a de les avoir parmi nous, il faut que la paix soit rétablie. La première condition pour que ces négociations se développent, mais c'est la même chose pour les rapports avec l'OTAN. Il faut qu'on ait un statut de l'Ukraine qui soit solidement établi. Et alors, cette guerre va durer je ne sais combien de temps, mais il faut que on ne peut pas admettre un pays en guerre, ce qui veut dire que l'Union européenne entière serait en guerre. On ne peut pas l'admettre comme ça. Il faut donc, pour que cette candidature se concrétise, il faut qu'on aboutisse à un règlement pacifique avec la Russie. Et ça, moi, je crois que ce règlement est très nécessaire. Il faut aller le plus vite possible, mais ce plus vite possible n'en sera pas moins extrêmement lent, parce que les Russes n'ont pas du tout l'intention de négocier tant qu'ils n'ont pas gagné, et ne sont pas en mesure de gagner décisivement, fort heureusement. Est-ce que la rapidité exceptionnelle avec laquelle l'Ukraine a obtenu ce statut de candidat ne va pas faire des jaloux parmi les pays qui frappent aussi à la porte de l'Union ? Si, c'est même le cas. Ils ont protesté les uns et les autres.
tout ça me paraît très, très excessif et me paraît refléter une certaine méconnaissance de ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas un concours de vitesse, c'est pas un concours moi d'abord, toi après, c'est un ensemble de disciplines, ça n'a rien à voir avec la richesse d'ailleurs du pays, mais de disciplines démocratiques et juridiques librement consenties, vérifiées, parce que quand vous rentrez dans l'Union européenne, vous participez à un système politique extrêmement sophistiqué, avec un Parlement, une commission, un Conseil des ministres décidant à la majorité qualifiée, une banque centrale à terme si vous entrez dans une cour de justice. Donc ce sont des gens qui interviendront dans nos décisions, comme nous interviendrons dans les leurs. Donc tout ça, c'est de la mécanique de précision, et je trouve qu'on l'oublie un peu trop. Moi, je connais bien les affaires européennes, et je crois que ça n'est pas facile. Là, pour l'instant, si ça n'avance pas dans les Balkans, c'est pas de notre faute. Si les Bulgares bloquent la Macédoine, certaines réformes sont assez lentes à se mettre en place, mais il n'y a pas de notre part d'obstacle politique. J'aimerais, Jean-Louis Bourlanges, qu'on évoque un peu la situation politique. Vous avez été réélu dimanche dernier député des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'Emmanuel Macron a proposé mercredi soir à ses adversaires politiques pour répondre à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Oui, je crois que il a estimé il a dit qu'il était disposé à considérer toutes les demandes qui viendraient des partis d'opposition et qui dont l'appoint est nécessaire pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Maintenant, il faut que chacun sache ce qu'il veut. Il leur a dit, j'aimerais savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller, en quelle matière ? Moi, je crois que le problème doit être posé... il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on fait du cas par cas, c'est-à-dire que le gouvernement agit texte par texte, il n'y a pas d'accord global, c'est ce que nous ferons, avec un risque assez grand d'immobilisme et de paralysie. Alors, est-ce que la France peut s'accommoder d'un mouvement législatif beaucoup plus laborieux et donc d'un nombre de lois c'est possible qu'avec moins de lois, on soit obligé de s'intéresser à des changements qui se feraient par d'autres biais, par le biais administratif, réglementaire. C'est possible qu'on puisse travailler comme ça. L'autre idée, c'est de dire, écoutez, il y a de grandes différences entre les partis. Il y a manifestement ce que j'appelle un front populiste, un bloc populiste qui est en désaccord très fondamental avec les autres partis sur le rapport à la Russie, sur le rapport à l'Europe, sur le rapport aux États-Unis, sur l'économie de marché, sur le système social. Si ce désaccord est tel, on n'arrivera pas à trouver une entente. Mais en revanche, si par exemple les gens de LR, s'ils réfléchissent bien, est-ce qu'ils sont plus proches de nous que du Front, que du Rassemblement national? Faut qu'ils le disent, faut qu'ils le sachent. Or, pour l'instant, ce qui est frappant, c'est qu'LR a énormément de mal à choisir pour une raison simple, c'est qu'ils sont eux-mêmes divisés. Donc ce que le président de la République dit, c'est « faites votre choix » et je suis prêt à en discuter. Merci Jean-Louis Bourlanges. Bonne journée.